Ils sont entrés comme s'ils possédaient la loi elle-même. Le magnat immobilier milliardaire Madame Sterling a marché dans la Cour suprême de Manhattan avec un sourire narquois qui pouvait couper le verre. Sa maîtresse Julianne pendue à son bras dans une robe qui criait victoire. Ils attendaient une femme brisée. Ils attendaient un règlement rapide. Ils attendaient que Odetta Sterling signe les papiers et s'efface dans l'oubli. Mais ils ont fait une erreur de calcul fatale. Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est le son d'un piège qui se referme. Regardez attentivement parce que le seul dossier que le juge Thorne est sur le point de soulever ne met pas seulement fin à un mariage. Il détruit une dynastie. Et l'air matinal devant la Cour suprême du comté de New York sur Center Street était mordant un mardi gris et nuageux qui promettait la pluie. Mais pour Madame Sterling, le temps était sans importance. Au ça, il ne sentait pas le froid. Il se déplaçait dans le monde dans une bulle climatisée de richesse et d'invincibilité, isolé par une valeur nette de 4 milliards de dollars et une réputation d'écraser quiconque osait se mettre en travers de son chemin. À 9 heures du matin, précis un convoi de 3 escalades noires s'est arrêté au trottoir, traversant les scènes de paparazzi qui s'étaient rassemblés depuis l'aube. Les flashs des caméras se sont déclenchés comme des lumières stroboscopiques, une discothèque chaotique dans la pénombre matinale. La porte du véhicule du milieu s'est ouverte et Madame est sortie. Il avait 45 ans, mais en paraissait 35 grâce à un régime strict d'entraîneur privé et peut-être une touche d'intervention chirurgicale subtile. Il portait un costume bleu marine sur mesure, coupé si net qu'il ressemblait à une armure. Il a boutonné sa veste d'une main et s'est retourné vers la voiture de l'autre, offrant sa main à la femme à l'intérieur. Un halètement collectif a traversé la ligne de presse. C'était une violation du protocole si effrontée qu'elle frôlait la folie. Habituellement, dans les affaires de divorce très médiatisées, la maîtresse reste cachée. Elle reste dans l'appartement terrasse, ou mieux encore, sur un yacht en Méditerranée, jusqu'à ce que l'encre soit sèche. Mais Julianne Vane ne faisait pas le cacher. Elle a émergé de l'intérieur sombre du SUV comme un papillon se libérant d'un cocon si le papillon portait du Valentino rouge et portait un sac Birkin de 20 000 $. Julianne avait 23 ans, une ancienne mannequin Instagram dont l'ascension aux côtés du développeur le plus puissant de New York avait été aussi rapide que controversée. Elle a pris la main de Madame, ses doigts entrelacés avec les siens, et elle a souri. Ce n'était pas un sourire nerveux. Ce n'était pas un sourire timide. C'était un sourire radieux, éclatant de pur triomphe. Elle a regardé les caméras, puis Madame, et a chuchoté quelque chose qui l'a fait jeter sa tête en arrière et rire. « Monsieur Sterling, est-il vrai que vous offrez à votre femme 0 pension alimentaire? » Un reporter du Post a crié, brandissant un microphone par-dessus la barricade. Julianne emménage-t-elle immédiatement dans la propriété de Park Avenue? A demandé un autre. Madame n'a pas répondu. Il a simplement guidé Julianne sur les massives marches de pierre, son langage corporel criant que ce n'était pas un procès. C'était un couronnement, raclement de gorge. Il échangeait l'ancien modèle contre le nouveau, et il voulait que le monde voie la mise à niveau. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était suffocante. La galerie était bondée. Des amis des Sterling, principalement des amis de beau temps, qui avaient déjà choisi le camp de l'argent, remplissaient les bancs. Ils chuchotaient derrière leurs mains, les yeux dardants de Madame et Julianne vers la table vide à gauche. « Elle est en retard », a chuchoté Julianne, vérifiant sa montre incrustée de diamants. Elle s'est penchée vers Madame, tout son épaule frôlant la sienne. « Pensez-vous qu'elle se montrera même? Peut-être qu'elle a finalement réalisé que c'est fini. » Madame a ajusté sa cravate en soie. Odetta a toujours été dramatique à sa manière tranquille. Elle se montrera. Elle pense qu'elle a une supériorité morale. C'est adorable. Vraiment, c'est pathétique. Julianne a corrigé, lissant sa jupe. Arthur a dit qu'elle avait engagé un avocat de centre commercial de Queens. Pouvez-vous croire cela contre Arthur Pendleton? Madame a ricané. Arthur Pendleton était le requin des requins.
C'était un homme qui ne gagnait pas seulement des affaires. Il éventrait l'opposition jusqu'à ce qu'il le remercie d'avoir arrêté. Madame avait payé à Pendleton une avance de 3 millions de dollars juste pour s'assurer qu'Odetta s'en irait avec rien d'autre que son nom de jeune fille. À 9h15 du matin, les lourdes portes en chaîne à l'arrière de la pièce se sont ouvertes en grinçant. Le chuchotement s'est arrêté. Odetta Sterling est entrée. Elle avait 42 ans. Bien que le stress de la dernière année ait gravé de fines lignes autour de ses yeux qui n'étaient pas là auparavant. Elle ne portait pas de rouge. Elle ne portait pas d'éclat de créature. Elle portait un simple costume structuré couleur charbon avec une blouse blanche boutonnée au col. Ses cheveux, habituellement portés en vagues lâches, étaient tirés en un chignon sévère et serré. Elle marchait seule. Pas d'entourage, pas de sécurité, juste une femme serrant une mallette en cuir abîmé qui semblait l'avoir vue de meilleures décennies. Derrière elle traînait un homme qui semblait avoir dormi dans sa voiture. Son costume était mal ajusté, une nuance de marron qui était passée de mode dans les années 1990. Il brassait des papiers dans ses mains, laissant tomber un stylo alors qu'il marchait à travers le portail, se dépêchant de le ramasser. Juliane a laissé échapper un bruyant reniflement de rire peu féminin. C'est un lui. C'est la concurrence. Madame a souri, se penchant en arrière dans sa chaise. Samuel Cross. Je l'ai cherché. Il gère principalement les contraventions et les affaires de glissades et chutes dans le Bronx. Cela va être un massacre, Juliane. Un massacre littéral. Odetta n'a pas regardé Madame. Elle n'a pas regardé Juliane. Elle a marché vers la table du plaignant, a posé sa maillette avec une lenteur délibérée et s'est assise. Elle a fixé droit devant elle le banc vide du juge, son visage un masque de pierre. Tout le monde se lève. Le huissier a hurlé sa voix, résonnant sur les murs en acajou. La porte latérale s'est ouverte et le juge Harrison Thorne est entré. Si Madame Sterling était le roi de l'immobilier de New York, le juge Thorne était l'empereur de cette salle d'audience. C'était un homme de 60 ans avec des cheveux argentés et des lunettes cerclées de fils de fer qui magnifiaient des yeux connus pour repérer un mensonge à 1 mille de distance. Il était connu comme le marteau pour une raison. Il ne tolérait pas les théâtralités. Il ne tolérait pas les retards. Et il détestait absolument l'arrogance. Il a pris place, arrangeant sa robe et a regardé par-dessus ses lunettes. Son regard a balayé la galerie bondée, s'arrêtant pour une fraction de seconde sur la robe rouge vive de Juliane. Sa lèvre a tressauté une micro-expression de dégoût avant que ses yeux ne se déplacent vers la table de la défense. Dans l'affaire Sterling contre Sterling, la voix du juge Thorne était du gravier et de l'autorité. Nous sommes ici pour déterminer la division des biens et la validité de l'accord prénuptial. Les deux parties sont-elles prêtes? Arthur Pendleton. L'avocat de Madame s'est levé. Il ressemblait à un renard argenté, lisse et poli. La défense est prête, votre honneur, et désireuse de conclure cette malheureuse perte de temps du tribunal. Samuel Cross, l'avocat d'Odetta, s'est levé lentement. Il a poussé ses lunettes sur son nez. Le plaignant est prêt, votre honneur. Très bien, a dit Thorne. Monsieur Pendleton, vous pouvez commencer votre déclaration liminaire. Le requin a souri. Il a marché au centre de la salle, déboutonnant sa veste pour signaler qu'il se mettait au travail. Il n'a pas regardé le juge. Il a regardé la galerie jouant pour le public. Mesdames et messieurs, a commencé Pendleton, sa voix douce comme du velours. Nous sommes ici aujourd'hui à cause de la cupidité, pure et simple. Mon client, Madame Sterling, est un visionnaire. Il a bâti un empire de zéro. Il travaillait 18 heures par jour. Il a sacrifié. Il a saigné pour son entreprise. Il s'est retourné et a pointé un doigt manucuré vers Odetta. Et qu'a-t-elle fait? La voix de Pendleton est tombée à un faux chuchotement. Elle a fait du shopping. Elle a déjeuné. Elle a joui des fruits d'un arbre qu'elle n'a pas planté. Et maintenant que le mariage a naturellement suivi son cours, comme les mariages le font parfois, elle n'est pas contente du généreux règlement décrit dans l'accord prénuptial qu'elle a signé il y a 20 ans.
Non, raclement de gorge, elle veut la moitié. Elle veut démanteler une entreprise qui emploie des milliers de personnes juste pour satisfaire une vendetta personnelle. Madame a hoché la tête avec gravité, jouant le rôle du génie victimisé. Julianne lui a serré la main sous la table. Nous prouverons, et continuer Pendleton en faisant les 100 pas devant Odetta, qu'Odetta Sterling ait violé la clause d'infidélité du prénup annulant effectivement sa prétention à tout actif. Nous prouverons que pendant que M. Sterling construisait la ligne d'horizon de New York, Mme Sterling était autrement occupée. Un murmure a parcouru la foule. C'était la stratégie. Accuser la femme de ce que le mari faisait. Projection classique. Odetta n'a pas bronché. Elle s'est assise parfaitement immobile, ses mains pliées sur la table. Nous demandons un jugement sommaire confirmant le prénup original. Pendleton a conclu. Et nous demandons que Mme Sterling soit responsable de tous les frais juridiques encourus par cette tentative frivole d'extorsion. Pendleton s'est assis, l'air satisfait. Madame s'est penchée. Brillant. Arthur, tu l'as éventré. Monsieur Cross, a demandé le juge Thorne, regardant l'homme échevelé à côté d'Odetta. Votre ouverture? Samuel Cross s'est levé. Il n'a pas marché à grands pas vers le centre de la pièce. Il est resté derrière sa table tenant une seule feuille de papier. Il avait l'air nerveux. Votre honneur, a marmonné Cross. Nous demandons simplement la vérité. Nous croyons que le prénup est invalide, non pas à cause de l'infidélité de Mme Sterling, mais parce que les actifs déclarés il y a 20 ans étaient incomplets. Et nous croyons que l'empire dont parle M. Pendleton a été construit sur une fondation que Mme Sterling a elle-même versée. Il s'est assis brusquement. C'était ça. 30 secondes. Pas de feu d'artifice, pas d'accusation. Julianne a ri à nouveau à voix haute, couvrant rapidement sa bouche, mais le son a résonné. Même le juge Thorne avait l'air peu impressionné. « C'est tout, conseiller? » Thorne a demandé. « Pour l'instant, votre honneur, » a dit Cross, regardant ses chaussures. Madame a regardé Julianne. « C'est fini. Nous serons au déjeuner avant midi. » Mais alors que Madame regardait de l'autre côté de l'allée, il a vu Odetta tourner la tête. Pour la première fois, elle l'a regardé directement. Ses yeux n'étaient pas tristes. Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient froids, froidement. Et puis le coin de sa bouche s'est levé dans le plus petit, presque imperceptible sourire. C'était le sourire de quelqu'un regardant un homme marcher sur un pont qu'elle avait déjà piégé pour exploser. La session du matin s'est éternisée, devenant un exercice brutal d'humiliation pour Odetta. Pendleton a appelé témoin après témoin une parade de l'élite de Manhattan qui avait autrefois mangé à la table d'Odetta et bu son vin, maintenant désireuse de la poignarder dans le dos pour s'attirer les faveurs de Madame. La première était Cynthia Reynolds, une mondaine qui avait été la meilleure amie d'Odetta pendant une décennie. Elle a pris la barre dans un tailleur Chanel, évitant les yeux d'Odetta. « Madame Reynolds ?» Pendleton a demandé, s'appuyant sur la barre des témoins. « Odetta vous a-t-elle déjà parlé de l'argent de son mari? » Cynthia a soupiré un souffle théâtral. « Oh, constamment. C'était tout ce qui l'intéressait. Je me souviens qu'en 2018, nous étions à Aspen. » Raclement de gorge. Odetta m'a dit, « J'attends juste le bon moment pour encaisser. » Madame n'est qu'un compte bancaire pour moi. La galerie a haleté. L'avocat d'Odetta, Samuel Cross, n'a pas objecté. Il a juste griffonné sur un bloc-notes jaune. A-t-elle jamais mentionné d'autres hommes? Pendleton a insisté. Cynthia a hésité, regardant Madame, qui lui a fait un signe de tête encourageant. Elle l'a fait. Elle a mentionné un instructeur de tennis. Elle a dit que ce que Madame ne savait pas ne le blesserait pas. Menteuse. Le cri n'est pas venu d'Odetta. Il est venu du fond de la pièce d'une vieille femme, l'ancienne femme de ménage d'Odetta. L'huissier s'est déplacé pour la faire taire, mais le mal était fait. La pièce bourdonnait. Pendleton a souri. Pas d'autres questions. Cross s'est levé pour contre-interroger. Il s'est traîné vers l'estrade. « Madame Reynolds, » a dit Cross, l'air confus. «
Vous avez dit que vous étiez à Aspen en 2018 avec Madame Sterling. Oui, en décembre, a dit Cynthia avec confiance. C'est étrange, a dit Cross, tirant un morceau de papier de sa pile désordonnée. Parce que j'ai ici des dossiers hospitaliers indiquant que Madame Sterling était à l'hôpital Mountsea en décembre 2018, subissant une chirurgie pour des kystes ovariens. Elle était alitée pendant 3 semaines. Il a brandi le papier. Cynthia a figé. Ses yeux ont dardé autour de la pièce. Eh bien, peut-être que c'était 2017 ou janvier. Je ne me souviens pas des dates exactes. Donc, vous ne vous souvenez pas de la date, mais vous vous souvenez des mots exacts qu'elle a utilisés à propos de son mari étant un compte bancaire. Cross a demandé, sa voix perdant soudainement son tremblement nerveux. Oui, je me souviens du sentiment. Le sentiment, Cross a répété. Merci. Pas d'autres questions. C'était une petite victoire, une minuscule fissure dans le barrage, mais madame n'était pas inquiète. Un témoin confus n'a pas changé les faits. Puis est venue la pièce maîtresse de la défense. La défense appelle Julianne Vane à la barre et annonce Pendleton. Une onde de choc a traversé la pièce. Il était très inhabituel d'appeler la maîtresse, mais Pendleton voulait l'exhiber. Il voulait montrer le contraste, le futur jeune et vibrant contre le passé vieux et amer. Julianne s'est levée, lissant sa robe rouge. Elle a marché à la barre comme si c'était un podium, le menton haut. Elle a prêté serment. « Mademoiselle Vane », a commencé Pendleton doucement. « Vous êtes actuellement en relation avec M. Sterling, n'est-ce pas? »« Je le suis », a-t-elle dit, sa voix haletante et douce. « Nous sommes 13 raclements de gorge amoureux. Et quand cette relation a-t-elle commencé? Après que M. Sterling et sa femme se soient déjà séparés émotionnellement. Julianne a menti en douceur. Madame était brisée. Il était seul. Il m'a dit que son mariage était une imposture depuis des années. Il dormait dans la maison d'amis. Et avez-vous interagi avec Madame Sterling? Une fois, a dit Julianne, regardant directement Odetta avec un ricanement. Elle est venue au bureau de Madame. Elle criait, jetait des choses. Elle a exigé 5 millions de dollars en espèces pour nous laisser tranquilles. Raclement de gorge. Elle m'a appelé de noms terribles. C'était effrayant. Elle semblait instable. Odetta est restée une statue. Elle voulait vendre son mari pour 5 millions de dollars, a demandé Pendleton, feignant le choc. Oui, a-t-elle dit. Payez-moi et vous pourrez avoir le vieux fou. Julianne a gloussé. Désolé, c'est ce qu'elle a dit. Madame a couvert un sourire de sa main. C'était parfait. Il peignait Odetta comme une harpie cherchant l'or et abusive. Votre témoin, a dit Pendleton. Samuel Cross s'est levé. Il n'a pas marché vers l'estrade cette fois. Il s'est tenu juste au bord de sa table. Mademoiselle Vane, a dit Cross doucement. Vous avez dit que vous êtes très amoureuse de M. Sterling. Je le suis, et vous valorisez l'honnêteté dans une relation. Bien sûr. Intéressant. Cross a dit. Il a ramassé un document. Vous avez déclaré avoir rencontré M. Sterling il y a 6 mois lors d'un gala de charité. C'est exact. Mademoiselle Vane, savez-vous que le parjure est un crime? Cross a demandé, son ton s'assombrissant. Raclement de gorge. Objection et aboyé Pendleton, harcelant le témoin. Retenu, a dit le juge Thorne, bien qu'il se soit penché en avant avec intérêt. Venez au fait, Monsieur Cross. Mademoiselle Vane, a continué Cross, nous avons des reçus de carte de crédit du compte d'entreprise de M. Sterling, payant pour un appartement à Soho loué à votre nom à partir d'il y a 3 ans, bien avant la séparation émotionnelle dont vous avez parlé. Julianne a cligné des yeux. La couleur s'est légèrement retirée de son visage. J'ai fait du travail de conseil pour la firme. C'était un logement pour le travail. Raclement de gorge, conseil, Cross a hoché la tête. Et la Porsche Cayenne achetée en votre nom en 2022. Était-ce pour du conseil? Oui. J'avais besoin de voyager sur des sites. Et le voyage aux Maldives en 2021, un voyage d'affaires.
Juliane a claqué sa contenance, se fissurant. « Écoutez, qu'est-ce que cela importe? Le mariage était mort, tout le monde le savait, donc vous admettez que vous le voyez depuis des années, pas des mois. »« J'admets qu'il m'aimait, » a crié Juliane, pointant Odetta. « Il m'aimait parce que je le faisais se sentir vivant. Vous le faisiez se sentir comme un portefeuille. Vous n'êtes qu'une vieille femme amère et desséchée qui ne supporte pas qu'il ait mis à niveau. » La salle d'audience a éclaté. Le juge Stern a frappé, raclement de gorge, son marteau. « Ordre, mademoiselle Vin, surveillez votre ton. » Cross a attendu que la pièce se calme. Il a regardé Juliane qui respirait lourdement, sa poitrine se soulevant dans la robe rouge serrée. « Pas d'autres questions, » a dit Cross doucement. Il l'avait appâté. Il l'avait fait montrer ses vraies couleurs, le droit, la rage. Mais quand même, pour prouver l'affaire, n'invalidait pas le prénup. Le prénup était blindé, à moins qu'il ne puisse prouver que madame avait menti sur son argent. « La défense se repose, » a dit Pendleton, essayant de reprendre le contrôle du récit. Il a regardé Juliane avec fureur alors qu'elle descendait. Elle avait l'air moins triomphante maintenant, ses mains tremblant, alors qu'elle attrapait son sac Birkin. « Nous ferons une pause pour le déjeuner, » a annoncé le juge Thorne. « Le tribunal se réunit à 13h30. Soyez ponctuels. » Alors que la pièce se vidait, madame a attrapé le bras de Juliane. « Qu'est-ce que c'était? Vous étiez censé être la victime sympathique. »« Il m'a trompé, » a sifflé Juliane. « Il avait des reçus. »« Madame, vous m'avez dit que cet argent était intraçable. C'était par l'intermédiaire de la société Écran. » Madame a chuchoté avec colère. Comment a-t-il obtenu cela? À travers la pièce. Odetta faisait son sac. Samuel Cross s'est penché. Nous leur avons ensanglanté le nez, a dit Cross, mais maintenant vient la partie difficile. Nous devons prouver la fraude financière. Si nous ne pouvons pas prouver qu'il a caché les actifs, le juge doit appliquer le prénup. Odetta a claqué le verrou de sa mallette. Ne t'inquiète pas, Samuel. Les actifs ne sont pas la seule chose qu'il a cachée. Vous avez le dossier? Cross a demandé, sa voix à peine un chuchotement. Pas encore, a dit Odetta, regardant la lourde porte en chêne par où le juge était sorti. Mais le juge Thorne, oui, il ne sait juste pas ce que cela signifie encore. Elle a regardé madame qui réprimandait Juliane près de la sortie. Laissez-le penser qu'il gagne pendant 1 heure de plus, a dit Odetta. Cela rend la chute tellement plus satisfaisante. L'air de la salle d'audience était lourd de l'odeur de la pluie et du café rassis. Quand la session a repris à 13h30, la galerie était encore bondée, les murmures plus calmes maintenant, teintés, raclements de gorge, d'une énergie nerveuse. Le divertissement du matin. La crise de Juliane avait aiguisé leur appétit pour le sang. Madame Sterling s'est assise à la table de la défense, sa contenance retrouvée. Il avait passé l'heure du déjeuner au téléphone avec son équipe de relations publiques, filant le récit. Ex-femme folle harcèle le fiancé actuel. Les titres liraient le soir. Il se sentait en sécurité. La loi était des mathématiques et les mathématiques étaient de son côté. Le prénup signé il y a 20 ans plafonnait le règlement d'Odetta à 2 millions de dollars pour un homme d'une valeur de 4 milliards de dollars. C'était de la monnaie de poche. Arthur Pendleton s'est penché en arrière, vérifiant ses boutons de manchette. « Votre honneur, la défense est prête à passer aux plaidoiries finales. Le plaignant a échoué à produire toute preuve invalidant l'accord. » Samuel Cross s'est levé. Il avait l'air encore plus échevelé qu'avant, sa cravate légèrement de travers, mais ses yeux derrière les épaisses lunettes étaient vifs, focalisés comme des lasers. « Pas tout à fait, votre honneur, » a dit Cross, sa voix stable. « Nous aimerions appeler M. et Mme Sterling à la barre concernant les divulgations financières attachées à l'accord prénuptial. » Pendleton a ricané. « Objection, sans objet. L'accord est standard. Si les actifs ont été frauduleusement dissimulés au moment de la signature, » a dit le juge Thorne, regardant par-dessus ses lunettes. « L'accord est nul, rejeté. Monsieur Sterling,
Prenez la barre. Madame a boutonné sa veste et a marché à la barre. Il s'est déplacé avec la grâce facile d'un prédateur. Il a fait un clin d'œil à Juliane alors qu'il passait devant la galerie. Raclement de gorge. Elle a forcé un sourire. Mais ses yeux étaient anxieux. Madame a placé sa main sur la Bible, a juré de dire la vérité et s'est assis. Raclement de gorge. Il a regardé Cross avec un mélange d'ennui et de pitié. Monsieur Sterling, a commencé Cross, tenant une pile de documents. En 2005, quand vous avez demandé à Odetta de signer le prenup, vous avez déclaré que vos actifs totaux étaient évalués à 10 millions de dollars. Est-ce correct? C'est correct, a dit Madame en douceur. Je ne faisais que commencer. C'était un humble début. Humble, Cross a répété. Et vous avez listé vos actifs principaux comme Sterling Development et quelques propriétés résidentielles à Queens. Oui. Avez-vous listé Sterling Horizon PA? Madame a cligné des yeux. Un tressaillement microscopique dans le muscle de sa mâchoire était le seul signe de tension. Je crois que c'était une société holding défunte. Elle n'avait aucune valeur. Aucune valeur? Cross a dit. Il a ramassé une feuille de papier. J'ai ici un relevé bancaire de la Banque de Nevis daté de 2 jours avant la signature du prénup. Il montre un solde sur le compte de Sterling Horizon Luled de 55 millions de dollars. La galerie a chuchoté que cela doit être une erreur, a dit Madame, son sourire se crispant. Erreur administrative. Je n'étais pas impliqué dans la comptabilité quotidienne. 55 millions de dollars est une grosse erreur administrative, Monsieur Sterling. Cross a noté sèchement. Mais avançons, 2010. Vous avez acheté la Plaza District Tower. Vous avez affirmé dans des documents judiciaires lors d'un procès distinct que vous avez utilisé des économies personnelles. Pourtant, dans vos déclarations de revenus, vous avez déclaré une perte. La comptabilité créative n'est pas un crime, Monsieur Cross, a dit Madame, retrouvant son aplomb. C'est une affaire intelligente, n'est-ce pas? Cross est retourné à sa table et a ramassé un lourd livre noir relié. Nous avons assigné les registres de vos entités offshore, spécifiquement un trust aux îles Cook nommé le Vane Trust. Juliane a haleté audiblement au premier rang. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Le Vane Trust, Madame a dit sa voix, baissant d'une octave. Je ne sais pas de quoi vous parlez, vraiment. Cross a ouvert le livre. Parce que ce trust a été établi il y a 6 ans, le seul bénéficiaire est listé comme Juliane Vane. Les actifs de ce trust incluent l'acte de l'appartement terrasse où vous résidez actuellement, un yacht amarré à Miami et des options d'achat d'actions évaluées à 100 millions de dollars. Le juge Thorne s'est penché en avant, ses sourcils se fronçant. Monsieur Sterling, vous êtes sous serment. Avez-vous transféré des actifs matrimoniaux dans un trust pour votre maîtresse alors que vous êtes actuellement marié au plaignant? C'était de la planification d'investissement. Madame a bégayé, la sueur commençant à perler sur son front. Ce n'était pas des actifs matrimoniaux. C'était de mes dividendes de capital investissement. Les dividendes à gagner pendant le mariage sont des actifs matrimoniaux, Monsieur Sterling, a dit le juge Thorne, sa voix comme de la glace. Mais le prénup, a crié Madame, perdant son calme. Le prénup sépare nos finances. Elle n'obtient rien. Le prénup, a interrompu Cross, sa voix montant pour la première fois, protège les actifs déclarés. Vous avez caché 100 millions de dollars au nom d'une maîtresse pour éviter de le partager avec votre femme. C'est une fraude, Monsieur Sterling, et la fraude perce le voile corporatif. Pendleton a sauté. Objection, le conseil spécule. J'ai les virements bancaires. Cross a claqué une liasse de papier sur le banc du juge. Signé par Madden racle la main de gorge. Sterling. Oscar Sterling. Autorisé par Madame Sterling, déposé sur un compte contrôlé par Juliane Vane. La salle d'audience était en chaos. Les reporters tapaient furieusement sur leur téléphone. Juliane était pâle, serrant son sac comme si elle voulait courir. Madame a lancé un regard noir à Odetta. Elle était toujours assise là,
tranquille, le regardant. Ce léger sourire était parti, raclement de gorge, remplacé par un regard de profonde déception. Cela l'a infurié. Il était le Titan de New York. Elle était la fille d'une bibliothécaire. Comment osait-elle le regarder comme s'il était petit? Ceci est sans objet. Madame a rugi, pointant un doigt vers Cross. Elle a signé le papier. Elle a accepté de s'en aller. C'est une chasse aux sorcières. Asseyez-vous, Monsieur Sterling. Le juge Thorne a aboyé. Une autre explosion et je vous tiendrai pour outrage. Madame s'est assise sa poitrine haletante. Il a regardé Pendleton, qui feuilletait frénétiquement ses propres dossiers, cherchant une issue. Monsieur Cross, a dit le juge Thorne, ajustant ses lunettes. Vous avez prouvé que le défendeur a été moins que transparent avec ses finances. Cependant, le prenup a une clause spécifique concernant la découverte indépendante. À moins que vous ne puissiez prouver que Mme Sterling n'avait aucune connaissance de ses comptes, la défense peut arguer qu'elle les a tolérés. Nous pouvons prouver plus que cela, votre honneur, a dit Cross. Il s'est tourné vers Odetta. Elle a hoché la tête une fois. Cross a fouillé dans sa maillette abîmée. Il n'a pas sorti une pile de papier cette fois. Il a sorti un seul dossier en papier Kraft mince. Il était vieux, les bords jaunis et recourbés. Ce n'était pas une impression numérique. C'était un document original conservé d'une ère différente. Votre honneur, a dit Cross, sa voix tombant à un chuchotement qui a porté jusqu'au fond de la pièce silencieuse. Nous ne vous demandons pas d'annuler le prenup basé sur l'argent caché dans les îles Cook. Nous vous demandons de l'annuler basé sur ceci. Il a marché jusqu'au banc et a placé le seul dossier devant le juge Thorne. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Même la climatisation semblait s'arrêter de ronronner. Tous les yeux étaient fixés sur ce dossier jaune posé sur l'acajou sombre du banc du juge. Le juge Thorne a regardé le dossier. Il était étiqueté simplement Projet Genèse 1999. Il a levé les yeux vers Cross, puis vers Madame. Madame fronçait les sourcils. Il n'a pas reconnu le dossier. 1949, il n'était qu'un arnaqueur à l'époque, revendant des maisons en grès brun à Brooklyn. Raclement de gorge. Que pourrait-il y avoir là-dedans? Le juge Thorne a ouvert le dossier. Il a lu la première page. Il a tourné à la deuxième. Il s'est arrêté. Il a enlevé ses lunettes. Il les a nettoyées lentement avec un chiffon en microfibre, ses yeux ne quittant jamais le document. Il les a remises et a relu la page à nouveau, comme pour s'assurer que ses yeux ne le trompaient pas. Puis il a levé les yeux. L'expression sur son visage avait changé. L'agacement judiciaire sévère était parti. À sa place était un regard de fureur froide et dure. « Monsieur Pendleton, » a dit le juge Thorne doucement. « Oui, votre honneur, » a demandé Pendleton, sentant un changement dans les plaques tectoniques de la salle d'audience. « Êtes-vous au courant du contenu de ce dossier? »« Je ne l'ai jamais vu, votre honneur. »« Monsieur Sterling? » Le juge a tourné son regard vers la barre des témoins. Ce n'était pas une question. C'était une assignation. « Je ne sais pas ce que c'est, » a dit madame, bien qu'un nœud froid de terreur se formait dans son estomac. Le juge Thorne a ramassé le dossier. Il l'a brandi pour que le tribunal le voie. C'était un seul document légal signé et notarié avec un sceau de cire rouge en bas. « Ceci, » a dit le juge Thorne, sa voix résonnant maintenant, est un acte de fiducie et d'incorporation pour Sterling Development daté de mars 1999. Alors, madame a haussé les épaules, essayant d'en rire. C'est à ce moment-là que j'ai fondé l'entreprise. Non. Le juge Thorne l'a corrigé. C'est à ce moment-là que l'entreprise a été cofondée. Selon ce document, le capital de démarrage initial de 500 000 $, l'argent qui a acheté le premier bâtiment, l'argent qui a lancé tout l'empire, ne venait pas de vous, Monsieur Sterling. Le juge a regardé Odetta. Il venait d'un héritage laissé à Odetta Vance, votre femme. La pièce a haleté. C'est un mensonge, a crié madame. Elle m'a prêté cet argent. Je l'ai remboursé. Ce n'était pas seul. Le juge Thorne a lu du dossier. Clause 4, section 1. En échange du capital de démarrage,
Odetta Vance se voit par la présente accorder 50% d'équité dans Sterling Development et toutes les filiales futures à perpétuité. Cette équité ne peut être diluée ou transférée sans son consentement écrit exprès. Madame a senti le sang se retirer de son visage. Il se souvenait maintenant de l'appartement en sous-sol, du désespoir. Il avait eu besoin de l'argent pour conclure l'affaire sur la propriété en bord de mer. Odetta avait l'héritage de sa grand-mère. Il lui avait promis la lune. Il avait signé le papier qu'elle avait rédigé à la machine à écrire, parce qu'il pensait que cela n'avait pas d'importance. Il pensait pouvoir la persuader plus tard. Il pensait avoir détruit la seule copie. J'ai déchiqueté ça, a chuchoté madame. Il ne voulait pas le dire à voix haute. Le microphone l'a capté. Excusez-moi, a demandé le juge Thorne se penchant. Je veux dire, ce document est un faux, a crié madame, pivotant sauvagement. Elle l'a tapé hier. Il est notarié, a dit le juge Thorne, sa voix traversant la panique, par un notaire public dans le comté de King daté du 12 mars 1999, et le juge a tourné la page. Il y a un addendum, une clause de partenaire silencieux. Odetta Vance accepte de rester un partenaire silencieux pour aider l'image publique de Mme Sterling, mais conserve un pouvoir de veto total sur toutes les liquidations d'actifs majeurs. Le juge Thorne a fermé le dossier et l'a posé lourdement. Monsieur Sterling, a dit le juge, ce document est antérieur à votre mariage. Il est antérieur au prénup. Il signifie que pendant les 20 dernières années, vous n'avez pas été le seul propriétaire de Sterling Development. Vous avez été un partenaire à 50% et chaque actif que vous avez vendu, chaque dollar que vous avez déplacé, chaque dividende que vous avez pris pour acheter des yachts à votre maîtresse. Le juge a fait une pause, laissant le poids des mots écraser l'air de la pièce. Était-ce du vol? Odetta a finalement parlé. Elle ne s'est pas levée. Elle s'est juste penchée vers son microphone. Raclement de gorge. « Je ne voulais pas l'argent, madame, a-t-elle dit, sa voix claire et triste. Je voulais juste que tu sois l'homme dont je suis tombée amoureuse, l'homme qui avait besoin de mon aide. Mais quand tu as essayé de m'effacer, quand tu as essayé de dire que je n'étais rien d'autre qu'une Sang-Zu, elle a secoué la tête. J'ai gardé l'original, a-t-elle dit, dans un coffre-fort dont vous ne saviez rien. Je le gardais pour nos enfants si nous en avions un jour. Mais vous étiez trop occupé à construire votre empire pour avoir une famille. Madame a regardé Pendleton. Répare ça, Arthur. Répare ça. Arthur Pendleton fermait sa maillette. Il s'est levé. Votre honneur, à la lumière de cette nouvelle preuve et de l'aveu de mon client qu'il a déchiqueté ce qu'il pensait être l'original, je dois demander un ajournement pour revoir ma position en tant que conseiller. Vous me renvoyez? Madame a crié. Je vous paye. Vous m'avez payé pour défendre un divorce, a dit Pendleton froidement. Vous ne m'avez pas payé pour être un complice de grands larcins et de fraude. Je suis dehors. Monsieur Cross, a dit le juge Thorne, ignorant le milliardaire hurlant. Quelle est la motion du plaignant? Samuel Cross s'est tenu droit. Il ne ressemblait plus à un avocat de centre commercial. Il ressemblait au bourreau. Votre honneur, a dit Cross, puisque le prénup était basé sur une déclaration frauduleuse de propriété unique, nous demandons de l'annuler. De plus, nous demandons d'appliquer l'accord de partenariat de 1999. Nous demandons la dissolution immédiate du Sterling Trust et le gel de tous les actifs détenus par Madame Sterling et Julian Vane en attendant un audit médico-légal pour restituer les 50% du capital volé à mon client au cours des 2 dernières décennies. Accordé, le juge Thorne a claqué le marteau. « Attendez !» Julian a hurlé. « Vous ne pouvez pas geler mes comptes. C'est mon argent. Il me l'a donné. Si c'était de l'argent volé, mademoiselle Vane, a dit le juge Thorne, la regardant avec dédain, ce n'était jamais le vôtre. Et étant donné que vous venez d'admettre sous serment que la relation a commencé il y a des années, vous voudrez peut-être chercher votre propre avocat. Vous faites face à des accusations de conspiration. » Juliane s'est retournée contre madame. « Vous avez dit que vous étiez en sécurité. Vous avez dit qu'elle était stupide. » Elle a commencé à le frapper avec son sac Birkin
hurlant de rage jusqu'à ce que les huissiers doivent la retirer. Madame s'est assise seule sur la chaise des témoins. Les caméras clignotantes à l'extérieur n'étaient rien comparées au projecteur qui le brûlait maintenant. Il a regardé Odetta. Elle ramassait ses papiers. Elle s'est levée, a ramassé sa vieille mallette et s'est retournée pour partir. Odetta, Madame a croassé. Odetta, attendez. Nous pouvons parler. Nous pouvons régler ça. 50-50. Nous sommes partenaires, n'est-ce pas? Odetta s'est arrêtée. Elle a regardé l'homme qui avait été son monde. L'homme qui était entré avec une maîtresse et un sourire narquois. Non, madame, a-t-elle dit. L'accord de partenariat a aussi une clause de dissolution. En cas de faute grave ou d'activité criminelle par un partenaire, l'autre partenaire assume le contrôle total de l'entité. Elle a souri, et cette fois cela a atteint ses yeux. Je ne prends pas la moitié. Je prends tout. La sortie du palais de justice était une image miroir de l'arrivée du matin, mais déformée en un cauchemar pour Madame Sterling. À 9h du matin, les caméras l'avaient aimée. Maintenant, vers 15h, elle le dévorait. Odetta est sortie la première. Elle ne s'est pas arrêtée pour se réjouir. Elle n'a pas donné d'interview. Elle a simplement descendu les escaliers flanqués de Samuel Cross, qui semblait avoir grandi de 6 pouces. Les paparazzis se sont écartés pour elle, non par peur, mais par un respect stupéfait. Les partenaires silencieux venaient de parler et le rugissement était assourdissant. Elle s'est glissée dans un taxi qui attendait, un taxi jaune, pas une limousine, et a disparu dans le trafic urbain. Puis Madame a émergé. Il était seul. Son avocat, Pendleton, s'était éclipsé par une sortie latérale pour éviter la tâche de l'association. Juliane n'était nulle part à voir. Elle était actuellement dans une salle de conférence avec un défenseur public, nommé par le tribunal, essayant d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être accusée de conspiration pour commettre une fraude. Alors que Madame montait sur le trottoir, les questions l'ont frappée comme des coups physiques. « Monsieur Sterling, est-il vrai que vous avez volé l'héritage de votre femme? »« Madame, raclement de gorge, allez-vous en prison? Comment ça fait de perdre la compagnie, madame? » Il les a traversés, son visage un masque de rage. Il a tendu la main vers la poignée de porte de son escalade de tête. Il était verrouillé. Il a tiré à nouveau. La vitre du conducteur est descendue d'1 pouce. C'était son chauffeur de longue date, Benny. « Ouvrez la porte, Benny. » Madame a claqué. « Je ne peux pas faire ça, Monsieur Sterling. » Benny a dit, ses yeux détournés. « Je viens de recevoir un appel de la Société de gestion de Flood. Le compte est gelé. Ils ont ordonné la reprise immédiate des véhicules. Je ne peux pas vous laisser rentrer. Je paye votre salaire. » Madame a crié, claquant sa main sur la vitre. « En fait, la compagnie paye mon salaire, » a dit Benny. Et le nouveau PDG par intérim vient d'envoyer un mémo. Quiconque vous aide est renvoyé immédiatement. Désolé, patron, la vitre est remontée. Le moteur ronronnait et les 3 SUV, le symbole de pouvoir de madame, s'est éloigné dans le trafic, le laissant debout sur le trottoir sous la bruine. Les paparazzi ont ri. C'était un son cruel de hyène. Madame avait besoin de s'échapper. Il a hélé un taxi, mais 3 sont passés devant lui. Finalement, un s'est arrêté. Il s'est jeté sur la banquette arrière. L'hôtel Pierre a-t-il aboyé. Et conduisez vite. Il avait besoin de se regrouper. Il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'un verre. Il a sorti son téléphone pour appeler son banquier aux îles Caïmans, mais l'écran était mort. Service suspendu. « Vous vous moquez de moi », a-t-il chuchoté, fixant l'écran noir. Odetta n'avait pas seulement gelé ses actifs. Elle avait anéanti toute son infrastructure. Il est arrivé au Pierre. Il a marché jusqu'à la réception, trempé. « J'ai besoin de la suite présidentielle. Mettez-le sur ma carte noire. » Il a claqué la carte American Express Centurion sur le comptoir en marbre. Le concierge, un homme qui s'était incliné devant madame pendant 10 ans, a pris la carte. Il l'a glissée. Il a froncé les sourcils. Il l'a glissée à nouveau. « Je suis terriblement désolé, Monsieur Sterling », a dit le concierge, sa voix dégoulinant d'une fausse préoccupation polie. La carte a été refusée. Code 04. Ramasser et détruire.
Le concierge a pris une paire de ciseaux sous le bureau et a coupé la carte noire en titane en deux. Vous ne pouvez pas faire ça. Madame s'est élancée par-dessus le comptoir. Des gardes de sécurité éteignent sur lui en une seconde, lui pinçant les bras en arrière. « Monsieur Sterling, vous faites une scène », a dit le gérant sortant. « Nous avons également été informés que votre réservation permanente a été annulée par la partie facturante Sterling Development. Vous devrez partir. » Jetée sur la 5e avenue, Madame a senti une vibration dans sa poche. Ce n'était pas son téléphone. C'était celui de Julianne. Il l'avait tenu pour elle quand elle est allée à la barre. C'était un message texte d'un contact nommé Artie Hedge Fund. « Vous les nouvelles, chérie. Brutales. Si tu as besoin d'un endroit pour t'écraser et de nouvelles montures, je suis à l'appartement terrasse. Lâche le perdant. » Madame a fixé l'écran. Julianne n'avait pas seulement été avec lui pour l'argent. Elle couvrait déjà ses paris avec ses rivaux. Il a jeté le téléphone dans une flaque d'eau. Il n'avait pas de voiture, pas d'argent, pas de maison, pas de maîtresse. Et alors que la pluie commençait à tomber plus fort, il a réalisé la vérité terrifiante. Il n'était qu'un homme en costume mouillé. Et à New York, un homme sans argent est un fantôme. Mais les fantômes peuvent toujours hanter les vivants. Il a marché jusqu'à un téléphone public, une relique qu'il n'avait pas touchée depuis 20 ans, et a utilisé son dernier quart de dollar. Il a composé un numéro qu'il avait mémorisé il y a longtemps. Un numéro pour des problèmes que les avocats ne pouvaient pas réparer. « C'est moi », a dit Madame dans le combiné. « Nous avons un problème. Le seul dossier est sorti. » « Non, je ne me soucie pas du temps de prison. Je me soucie d'elle. Elle a tout pris, Victor. Je veux que tu t'assures qu'elle ne s'assoie jamais sur ma chaise. » Oui, ce soir, le lendemain matin, le siège de Sterling Development à Midtown Manhattan bourdonnait d'une énergie chaotique. Des déchiqueteuses ronronnaient au département des finances. Les cadres emballaient des boîtes, terrifiés d'être les prochains sur le bio. À 10 heures du matin, les portes de l'ascenseur menant à l'étage exécutif se sont ouvertes. Odetta Sterling est sortie. Elle ne portait pas le costume gris du tribunal. Oui, elle portait une robe bleu nuit élégante qui commandait l'attention. Elle est passée devant la réception où elle était autrefois obligée d'attendre des heures pour voir son propre mari. « Bonjour, Madame Sterling », la réceptionniste a bégayé en se levant. « Je veux dire, Mademoiselle Vance, je veux dire, Odetta, c'est bien, » elle, raclement de gorge, a dit calmement. « Veuillez appeler la sécurité. J'ai besoin que le bureau du PDG soit ouvert. » « Monsieur Sterling a la seule carte clé, » a dit la réceptionniste nerveusement. Plus maintenant, une voix a retenti. Le chef de la sécurité du bâtiment. Un homme costaud nommé O'Malley s'est approché. Il n'avait jamais aimé Madame qui traitait les gardes comme des meubles. Il a brandi une clé de déverrouillage principale. « Par ici, Madame. » Raclement de gorge. Ils ont marché vers les doubles portes en verre au bout du couloir. Ali a glissé la carte. Les portes se sont ouvertes en sifflant. Le bureau était un sanctuaire à l'ego de Madame. Fenêtre du sol au plafond, un bureau en peau de requin, des portraits de lui-même sur chaque mur. « Videz tout », a dit Odetta, debout au centre de la pièce. « Enlevez les portraits, vendez les meubles. Je veux un bureau en bois simple et je veux les murs nus. » « Oui, Madame », raclement de gorge, Ali a dit. Samuel Cross est entré derrière elle, portant une pile de dossiers. Les experts comptables judiciaires sont déjà en bas. C'est pire que nous ne le pensions. Odetta, il utilisait les actifs de l'entreprise pour financer des dettes de jeu à Macao. Si vous ne l'aviez pas arrêté, Sterling Development aurait fait faillite dans 6 mois. Odetta a marché jusqu'à la fenêtre et a regardé la ville. Il n'a pas bâti un empire, Samuel. Il a construit un château de cartes et il a utilisé ma fondation pour le maintenir, raclement de gorge. Il y a autre chose, a dit Cross, sa voix baissant. Nous avons trouvé un paiement récurrent dans le grand livre d'hiver. 10 000 $ par mois en espèces à un consultant nommé Victor Malikoff. Connaissez-vous ce nom? Odetta a figé. Le nom sonnait familier. Une ombre du passé. Victor Malikoff, a-t-elle chuchoté. Madame connaissait un gars dans les années 90.
un arrangeur pour les syndicats de la construction. Il était dangereux, Samuel. Madame a juré qu'il avait coupé les liens avec lui. Raclement de gorge. Apparemment pas, a dit Cross d'un ton sombre. Le paiement a cessé hier quand vous avez gelé les comptes. Un frisson froid a parcouru la colonne vertébrale d'Odetta. Un homme comme Malikoff n'appréciait pas que ses chèques reviennent être impayés. Et un homme comme Madame, le dos au mur, chercherait une arme. Vous avez besoin de sécurité, a dit Cross. Vraie sécurité, pas juste les gars du bâtiment. Je vais bien, a dit Odetta, bien qu'elle ne le sente pas. Je rentre chez moi à la propriété ce soir pour emballer le reste de ses affaires. Je veux qu'il soit complètement effacé de ma vie d'ici demain. N'y allez pas seul, a prévenu Cross. Je dois y aller, a dit Odetta. C'est la maison que l'argent de ma grand-mère a achetée. Je dois la réclamer moi-même. Ce soir-là, Odetta a conduit sa Honda Civic sur l'allée sinueuse de la propriété Sterling dans les Hamptons. La maison était sombre. Le personnel avait eu la semaine de congé pendant le procès. Elle se dressait comme un château gothique contre le ciel orageux. Elle a déverrouillé la porte d'entrée et est entrée dans le hall. C'était silencieux. Elle a marché vers la bibliothèque où Madame gardait son coffre-fort personnel. Elle avait besoin de s'assurer qu'il n'avait pas laissé d'autres surprises. Elle a ouvert la lourde porte en chêne et a actionné l'interrupteur. La lumière ne s'est pas allumée. L'ampoule doit être grillée, a-t-elle murmuré, tendant la main vers la lampe de poche de son téléphone. L'ampoule est bien. Une voix a parlé de l'obscurité. J'ai coupé le disjoncteur. Odetta a haleté et a laissé tomber ses clés. Un briquet s'est allumé, illuminant un visage assis dans le fauteuil en cuir à haut dossier. C'était Madame. Il avait l'air dérangé. Son costume coûteux était froissé et taché. Sa cravate était partie. Il tenait un verre de scotch dans une main et un lourd tisonnier en fer dans l'autre. « Madame, a dit Odetta, sa voix tremblante mais forte, sortez. Vous êtes en infraction. » Infraction. Madame a ri un son sec et craquant. Dans ma propre maison avec ma propre femme. Je ne suis plus ta femme, a dit Odetta, reculant vers la porte. Et ce n'est pas votre maison. L'acte était dans le trust que je contrôle. Madame s'est levée, se balançant légèrement. Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas? Vous pensez qu'un morceau de papier fait de vous le patron. Tu n'es rien, Odetta. Tu étais une petite fille timide quand je t'ai trouvée. Je t'ai faite une Sterling. Je t'ai faite, a crié Odetta en retour, retrouvant son courage. Je t'ai donné l'argent. Je t'ai donné les connexions. Je t'ai donné 20 ans de loyauté pendant que tu couchais avec la moitié de New York. Et c'est comme ça que tu me rembourses. Madame a rugi, balançant le tisonnier et fracassant un vase sur la cheminée. En prenant ma vie et m'humiliant, il a fait un pas vers elle. La lumière du feu du briquet projetait de longues ombres démoniaques sur son visage. « Il ne me reste rien, Odetta, » a-t-il sifflé. « Et si je n'ai rien, tu n'obtiens rien. » Des ombres derrière la porte, une autre silhouette est sortie. Un grand homme en imperméable sombre, Victor Malikoff. « C'est elle? » Malikoff a demandé, sa voix comme du gravier. « C'est elle, » a dit Madame, « la femme qui a coupé tes chèques. » Odetta a reculé dans le couloir, son cœur martelant contre ses côtes. Elle s'est retournée pour courir, mais Malikoff était plus rapide. Il a bloqué la sortie. « Signez les papiers, Odetta, » a dit Madame, tirant un document froissé de sa poche. « Transférez-moi les droits de vote. Signez-le et Victor part. Ne le signez pas. Et nous avons une tragédie. Un cambriolage qui a mal tourné. Si triste. » Odetta a regardé le tisonnier. Elle a regardé Malikoff. Elle a regardé Madame, l'homme qu'elle avait autrefois promis d'aimer pour toujours. Elle a alors réalisé qu'il n'y avait pas de négociation. Il ne voulait pas seulement l'entreprise de retour. Il voulait qu'elle soit détruite. « Je n'ai pas de stylo, » a dit Odetta doucement. Madame a souri, ses dents étincelant dans l'obscurité. « J'en ai un juste ici. » Il a fouillé dans sa poche. Alors qu'il baissait les yeux,
Odetta a attrapé la lourde statue en laiton de la justice qui se trouvait sur la table du couloir, les balances dans une main, l'épée dans l'autre. Elle n'a pas attendu le stylo. Elle a balancé la statue avec chaque once de rage qu'elle avait supprimée pendant 20 ans. La lourde statue en laiton de Lady Justice a heurté l'épaule de Madame avec un craquement répugnant. Il a hurlé de douleur, laissant tomber le tisonnier et trébuchant en arrière contre le mur. Serrant son bras, la coûteuse laine italienne de son costume s'est déchirée, révélant la peau contusionnée en dessous. « Attrapez-la !» Madame a crié, son visage contorsionné d'agonie. « Ne restez pas là, Victor. » Victor Malikov a bondi. C'était un homme massif, habitué à intimider les représentants syndicaux et à effrayer les débiteurs. Mais il avait mal calculé. Il s'attendait à une mondaine terrifiée, une femme qui se recroquevillerait et supplierait. Il ne s'attendait pas à une femme se battant pour son existence même. Odetta ne s'est pas enfuie. Elle a couru en avant. Elle a utilisé l'élan de son mouvement pour plonger au-delà de Malikov, glissant sur le parquet poli dans ses talons. Elle s'est relevée en hâte et retiré ses chaussures et a sprinté vers la cuisine. « Vous ne pouvez pas vous cacher ici !» Malikov a crié, ses lourds pas tonnant dans le couloir derrière elle comme un train de marchandises. Odetta a fait irruption dans la cuisine, sa respiration venant par halètement saccadé. Elle n'a pas cherché le bloc de boucher de couteau. C'était un combat qu'elle perdrait. Elle a cherché le panneau de maison intelligente monté près du réfrigérateur. Ses doigts ont volé sur l'écran, entrant un code que seule elle connaissait. Mode panique sécurité. Instantanément, la maison a explosé de bruit. Une sirène perçante et assourdissante a hurlé, faisant vibrer les fenêtres. À l'extérieur, les projecteurs ont commencé à stroboscoper, transformant le domaine sombre et orageux en un phare aveuglant visible à des kilomètres. Malikov a dérapé dans la cuisine, protégeant ses yeux des lumières clignotantes, soudaines et désorientantes. « Éteignez-le » a-t-il hurlé, sortant un pistolet de son manteau. Odetta a tenu bon près du panneau. « La police est déjà en route » a-t-elle crié par-dessus la sirène. Ce système est lié directement au poste des Hamptons. Alarme priorité 1. Vous avez 3 minutes. Victor, voulez-vous aller en prison pour tentative de meurtre pour un homme qui ne peut même pas vous payer? Malikov a figé. Le pistolet a vacillé. Il a regardé Ma, qui est entrée en boitant dans la pièce, le visage pâle, transpirant, et serrant son épaule brisée. « Elle ment » a crié Madame, sa voix désespérée. « Finissez-la. Nous pouvons faire en sorte que cela ressemble à un cambriolage. Tirez-lui dessus. » Malikov a regardé Madame, un homme brisé dans un costume ruiné, puis il a regardé les lumières stroboscopiques pulsant à l'extérieur. Il a entendu le faible sifflement montant des sirènes au loin, de vrais se rapprochant à chaque seconde. « Vous avez dit que ce serait propre. » Malikov a grogné à Madame, remettant son arme à l'étui. « Vous avez dit qu'elle était faible. »« Elle l'est, » a insisté Madame, les yeux écarquillés de panique. « Faites-le » a ricané Malikov, reculant vers les portes du patio. « Elle est plus intelligente que vous et je ne travaille pas pour la charité. » Sans un autre mot, Malikov s'est retourné et brisé le verre de la porte arrière avec son coude et a disparu dans la nuit pluvieuse. Il n'allait pas en prison pour un milliardaire fauché. Madame était seule à nouveau. Il a regardé Odetta. La sirène hurlait toujours, une bande-son chaotique et pulsante à leur dernier moment. Il s'est affaissé contre l'îlot en granit, le combat le vidant de son énergie. Il a glissé au sol, l'air soudainement très vieux. « Pourquoi » a-t-il chuchoté sa voix à peine audible. « Pourquoi n'avez-vous pas juste signé les papiers de divorce? Nous aurions pu tous les deux être riches. Je vous aurais donné 5 millions, peut-être 10. » Odetta a marché vers l'îlot, gardant une distance de sécurité. Elle l'a regardé, non pas avec haine, mais avec une pitié profonde et froide.
Parce que vous ne vouliez pas seulement me quitter, madame, raclement de gorge a-t-elle dit, sa voix stable. Vous vouliez m'effacer. Vous vouliez prétendre que je n'avais jamais existé, que ma contribution ne signifiait rien. Vous êtes tombé amoureux de votre propre reflet et vous avez brisé le miroir parce qu'il vous a finalement montré la vérité. Des lumières bleues et rouges ont clignoté contre les fenêtres de la cuisine, se mélangeant au stroboscope. Des pneus ont crissé sur l'allée de gravier. Des policiers frappaient à la porte d'entrée, criant pour entrer. « C'est fini, madame !» raclement de gorge. Odetta a dit. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée et l'a ouverte. Une escouade d'officiers s'est précipitée, armes au poing, la pluie dégoulinant de leurs uniformes. « Il est dans la cuisine », Odetta a dit calmement, pointant du doigt le couloir. « Il a fait éruption. Il m'a agressé et il a violé une ordonnance restrictive. » Alors que les officiers traînaient Mme Sterling, menottée, le faisant sortir de la maison qu'il avait construite avec de l'argent volé, il n'a pas regardé en arrière la maison de maître. Il a regardé Odetta. Elle se tenait sur le porche, enveloppée dans son manteau, le regardant partir. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas salué. Elle a juste regardé un témoin silencieux de sa destruction. 6 mois plus tard, le rebranding était subtil mais puissant. Les lettres dorées de Sterling Development ont été grattées des portes en verre de la Midtown Tower. À leur place, gravés dans un givre simple et élégant, se tenaient Vance et associés. Odetta s'est assise dans le bureau d'angle. Le bureau en peau de requin était parti, remplacé par une chaude table en acajou couverte de plans pour un nouveau projet de logement durable. Samuel Cross, maintenant le chef des affaires juridiques et ayant l'air significativement mieux habillé dans un costume sur mesure, est entré. « Le verdict est tombé », a dit Samuel, plaçant un épais dossier sur son bureau. Odetta n'a pas levé les yeux de ses plans immédiatement. Elle a pris une respiration. « Et coupable de tous les chefs », a dit Samuel, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres. « Fraude, détournement de fonds, agression. Le juge a donné à Madame 15 ans, pas de libération conditionnelle avant au moins 10. » Odetta a hoché la tête lentement. « Et Juliane, elle a conclu un accord de plaidoyer », a répondu Samuel. « Elle a donné les codes d'accès au compte des îles Caïmans. Elle a eu une probation et 500 heures de service communautaire. La dernière fois que j'ai entendu, elle ramasse des ordures sur la Jersey Turnpike. » Odetta est finalement souri. Elle s'est levée et a marché vers la fenêtre du sol au plafond. La ligne d'horizon de New York scintillait devant elle, une mer de lumières et d'acier. C'était une ville de requins, oui, mais parfois, même dans un bassin plein de requins, le nageur le plus silencieux est celui qui règne sur l'eau. « Et la restitution ?» a-t-elle demandé. « Chaque sou », a confirmé Samuel. « Les comptes cachés ont été liquidés. L'argent est de retour dans l'entreprise. Nous avons assez pour financer l'initiative du Bronx 2 fois. » Odetta a appuyé sa main contre la vitre froide. Elle avait son nom de retour. Elle avait sa vie de retour. Et le plus important, elle avait prouvé que si un milliardaire peut acheter une maîtresse, un avocat et un juge, il ne peut pas acheter la vérité. « Bien, » a dit Odetta, retournant à son travail. « Revenons aux affaires, Samuel. Nous avons un empire à reconstruire de la bonne manière cette fois, et c'est ainsi qu'Odetta Sterling a transformé un divorce humiliant en une masterclass de justice. Elle a prouvé que la dignité est plus forte que l'arrogance et que la vérité, peu importe à quel point elle est enfouie, trouve toujours un chemin vers la surface. Madame pensait qu'il était intouchable à cause de son compte bancaire. Mais il a oublié la règle la plus importante des affaires. Ne jamais sous-estimer le partenaire silencieux. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance, de trahison et de rédemption ultime, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir et nous dit que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Odetta? Auriez-vous pris l'argent du règlement ou auriez-vous lutté pour tout?
Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Nous avons beaucoup plus de récits de karma qui vous attendent. Merci d'avoir regardé.